Une question de Jean-Paul. Le président Macron peut-il signer l'accord international sur les pandémies de l'OMS sans consultation du Sénat et du Parlement? Je ne sais, là, je ne sais pas, vous me prenez à court, parce que je ne sais pas quel est le statut de ce texte. La France est membre de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, si c'est un texte, une orientation de l'OMS, je ne sais même pas si Macron a signé quoi que ce soit. Et je ne suis même pas... Et si ça n'est pas un traité, il n'y a pas besoin d'être ratifié par le Parlement. Donc je ne suis même pas sûr que les autorités étatiques aient leur mot à dire. Je parle sous réserve parce que je suis... voilà, j'aime bien parler de ce... Quand je suis pas très à l'aise, je vous le dis, je suis pas très à l'aise là-dessus parce que j'ai un petit doute sur la qualité juridique du texte en question. Je ne suis pas sûr que ce soit un nouveau traité. Si c'était un nouveau traité international, bien sûr que c'est comme par exemple avec la Pologne, hein, n'est-ce pas, sur l'affaire des armes atomiques, des armes nucléaires. Si c'est un traité d'amitié et de coopération avec la Pologne, Macron, c'est Macron qui signe ou c'est le ministre des Affaires étrangères ou le Premier ministre, ou un plénipotentiaire, mais ensuite ça doit être ratifié pour entrer en vigueur par le Parlement français. Là, je ne sais pas, ça dépend de l'OMS. Mais cette question me permet de rappeler quelle est notre position à nous, à l'UPR. Nous avons dit, depuis notamment la crise sanitaire, mais même avant, que nous considérons... Oui ? Alors ce serait un nouveau traité, mais l'accord serait non contraignant. Et vise notamment au partage des informations sur les vecteurs des pandémies et des transferts de technologies dans ce cadre. Bon. Un traité non contraignant, ça me paraît bizarroïde, ça fait partie encore de ces histoires-là. C'est comme il y avait eu... à chaque fois qu'on nous avait fait le coup sur le traité de Marrakech, sur l'immigration, on nous a fait le coup sur des quantités de choses en disant non, c'est un traité, mais rien du tout. C'est comme le traité d'Aix-la-Chapelle, vous vous rappelez ? Non. Ne vous en faites pas. On signe un traité en grande pompe, mais en fait, c'est de la gnognotte, ça n'a aucune importance. Donc ça, moi, je commence à en avoir ras-le-bol. Soit c'est un traité, soit c'est pas un traité. Normalement, en droit, a fortiori du droit international, un traité, il y a des engagements précis. C'est pas un truc à la demande. Voilà. Donc, ou alors, ça veut dire que la civilisation dans le monde entier s'effondre. Mais un traité emporte des contraintes. Voilà. Si c'est un nouveau traité, normalement, oui. Et alors ChatGPT dit que c'est un traité international juridiquement contraignant. Mais un traité est toujours juridiquement contraignant. Alors, je rappelle le droit des traités très simplement. Bon. Un traité, c'est un texte qui est signé entre deux ou plusieurs États. Si c'est entre deux États, on parle d'un traité bilatéral. Si c'est entre plusieurs États, on parle d'un traité multilatéral. D'un traité, vous avez des obligations. Les États, par exemple, échangent des ambassadeurs, les États qui conviennent d'ouvrir des ambassades, ou bien les États conviennent d'ouvrir des représentations consulaires, ou bien les États conviennent, je sais pas, de bâtir une commission mixte économique et politique qui se tient régulièrement, etc. Ce texte-là, il doit être signé par ce que l'on appelle des plénipotentiaires, des gens qui ont les pleins pouvoirs pour le faire. C'est pas toujours le président de la République, ça peut être le président de la République, mais qui est flanqué du Premier ministre ou du ministre des Affaires étrangères. Le traité de Maastricht, par exemple, a été signé, sauf erreur de ma part, par Mitterrand et Roland Dumas. Ça l'appelle la signature. Mais une fois que le traité est signé, il n'entre pas en vigueur. Pour qu'il entre en vigueur, il faut qu'il y ait un deuxième stade, c'est la ratification. La ratification, ça veut dire que c'est les parlementaires, les députés français, qui, à la majorité, approuvent le traité, votent en faveur. À ce moment-là, il y a ce qu'on appelle un instrument de ratification, c'est-à-dire que le traité a été ratifié en bonne et due forme et on va déposer la copie du traité signé par les plénipotentiaires avec une lettre qui certifie que par ailleurs ça a été ratifié par la représentation nationale. Ça s'appelle les instruments de ratification qu'on va déposer
auprès de l'autorité qui est la dépositaire des instruments de ratification, si vous me suivez. Voilà. Par exemple, le traité de l'OTAN du 4 avril 1949, le dépositaire, c'est le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Donc tous les États qui ont signé, qui sont entrés dans l'OTAN, ils ont d'abord signé, puis ratifié, et ensuite envoyé les instruments de ratification à Washington auprès du gouvernement des États-Unis. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de dire, c'est en vertu, je crois que c'est l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord qui permet de sortir de l'OTAN. Et la sortie de l'OTAN, il faut aller prévenir le dépositaire, c'est-à-dire le gouvernement des États-Unis, qu'on a décidé de sortir par l'application de l'article 13. Donc on prévient officiellement, par les voies diplomatiques appropriées, de façon officielle, le gouvernement des États-Unis, qui est le dépositaire des instruments de ratification. On le prévient et mettre en œuvre l'article 13, il n'y a aucune formalité autre que le fait de prévenir, et on en sort de plein droit 365 jours après, au bout d'un an. On ne peut pas en sortir tout de suite. Au bout d'un an, on en sort. Voilà. Ça, c'est, par exemple, le traité de l'Atlantique Nord. Ça, c'est les traités. Alors, j'ai parlé des traités bilatéraux. Il y a aussi les traités multilatéraux, comme le traité de l'Atlantique Nord, où c'est la même chose que les traités bilatéraux, mais là, il y a plusieurs États. Or, lorsqu'il y a plusieurs États, l'expérience diplomatique des siècles écoulés a montré que vous pouvez avoir, je sais pas moi, un traité est signé. Alors déjà, il y a eu des quantités de conciliabules entre des représentants de tous les États du monde. Et puis, après ça, on arrive à un texte final. Et puis, il y a des États qui disent, moi, ça me va. Il y en a d'autres qui disent, j'hésite. Il y en a d'autres qui disent, je n'en veux pas. Donc, ceux qui disent ça va, le plénipotentiaire, il signe. Et puis ensuite, il va faire ratifier. Ceux qui hésitent, le plénipotentiaire, éventuellement, ils vont signer. Puis après, ça va passer à la représentation nationale. Et puis certaines représentations nationales ne veulent pas. Donc la ratification ne marche pas. Et puis enfin, il y en a qui disent, non, moi, je ne veux rien ratifier du tout. Alors dans ce cas-là, quand est-ce qu'entre en œuvre, quand est-ce que le traité multilatéral juridiquement entre en œuvre, c'est prévu dans les traités, il faut qu'il y ait un minimum d'États du monde qui soient partie prenante. Alors, de mémoire, ça c'est des vieux cours de l'ENA, de mémoire, j'ai l'impression de repasser les concours. De mémoire, il me semble que pour la Convention de Montego Bay de 1982, qui est le traité international signé à Montego Bay, c'est-à-dire en Jamaïque, il a été prévu qu'il fallait qu'il y ait, je crois, 60 États qui aient ratifié. Ça n'entrerait en vigueur qu'à partir du moment où il y aurait le 60e État. Ce qui a été le cas. Mais il y a des États qui ont signé, ratifié. Donc, il y a des États qui commencent à signer, puis ratifient, et le traité n'est pas entré en vigueur. Et puis, les mois passent, et puis il y a, mettons, un 37e, 40e, 42e, 48e, etc. Et lorsqu'on arrive au 60e État, pam, le traité entre en vigueur. Mais il y a 195 États dans le monde. Au bout de 60, il y a 135 qui ne sont toujours pas dedans. Donc il y a des États qui peuvent signer et ratifier après l'entrée en vigueur. J'espère que je suis clair sur ces dispositifs. Voilà. Alors, il y a des traités, par exemple le traité de Marrakech sur les migrations, sur le fait que désormais l'espèce humaine, enfin je caricature, ça serait plus Homo sapiens sapiens. Vous savez que c'est dans la nomenclature des espèces animales sur Terre. Nous avons le qualificatif latin de Homo sapiens sapiens, et non pas Homo sapiens, vous connaissez la blague. Et donc il y a des gens qui disent maintenant ça serait Homo sapiens migrans, c'est-à-dire que ça serait une nouvelle espèce humaine qui aurait vocation à migrer. Voilà. C'est un peu la philosophie de ce traité de Marrakech, qui est le deuxième traité de Marrakech, le premier concernait l'OMC. J'ai eu l'occasion de le dire, je le rappelle ici, que la France, Macron, s'est précipité pour signer et ratifier ce traité, comme beaucoup de pays du monde d'ailleurs, la quasi-totalité des pays de l'Union européenne, sauf peut-être, je crois, la République tchèque de mémoire. Il y a beaucoup de pays du monde qui ont signé et ratifié, donc le traité est entré en vigueur, mais il y a quand même eu quelques exceptions notables. Parmi les exceptions, il y a le Chili, bon ça c'est un peu un point de détail, mais il y a quand même deux exceptions particulièrement notables. C'est d'une part les États-Unis d'Amérique qui ont refusé de signer et de ratifier ce traité qui postule
la libre circulation, le libre établissement des gens à travers le monde. Hein. Donc de mémoire, c'était dans les années où d'ailleurs Trump était à la Maison-Blanche. Donc il a refusé de signer et de ratifier le traité sur l'immigration. Et la deuxième exception notable, c'est l'État d'Israël. Hein. L'État d'Israël qui refuse absolument toute contrainte en matière migratoire. Bien. Alors là, sur l'affaire de l'OMS, c'est la question que je posais voilà, pour les gens qui sont pas familiers. Je pense que c'est intéressant que j'ai rappelé tout ce contexte. Parce que la question que je posais, c'est la question de base. Est-ce que ce texte de l'OMS a ou non valeur d'un traité? Si c'est simplement une espèce de déclaration ou de politique générale décidée par l'Organisation mondiale de la santé, libre aux États de la suivre ou pas, à ce moment-là, il n'y a pas forcément besoin ni de signature, encore moins de ratification. Mais si c'est un nouveau traité, comme semble l'indiquer ChatGPT que vous m'aviez dit, à ce moment-là, il faut une signature et ensuite une ratification. Donc il faudra effectivement qu'il y ait ratification par les parlementaires. Et je terminerai ça en revenant. Tout à l'heure, vous m'avez interrompu, j'avais commencé à dire quelque chose qui était important. Je rappelle quelle est la position de l'UPR sur l'Organisation mondiale de la santé. Ça ne date pas d'hier. Ça fait plusieurs années que je l'ai dit. C'est que nous ferons comme les États-Unis d'Amérique. Nous sortirons de l'Organisation mondiale de la santé tant que l'OMS aura parmi ses financiers des puissances privées. C'est clair et net. Pour nous, l'Organisation mondiale de la santé, d'ailleurs, devrait s'appeler non pas l'OMS, mais l'OIS, Organisation internationale de la santé, parce que dès qu'il y a le mot mondial, c'est comme dans l'OMC. Hein, j'avais déjà expliqué la différence entre l'OIC et l'OMC. Dès que vous mettez le mot mondial, ça pue. Bon. Donc ça sent, il y a une volonté de suppression des nations. Donc nous, on est en faveur d'une organisation internationale de la santé où seuls des États souverains pourraient participer au financement et pourraient également participer au débat et au vote. Voilà. En d'autres termes, l'OMS, tout le monde est au courant. Désormais, le premier bailleur de fonds de l'OMS, c'est M. Bill Gates. Voilà. Donc c'est absolument inacceptable qu'une personne privée prétendue philanthrope finance ce truc. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Surtout lorsqu'on sait que M. Ghebreyesus, Théodorus, Théo, je sais plus quoi, Ghebreyesus, qui est le directeur général de l'OMS, j'arrive pas à me rappeler son nom. Il est d'origine éthiopienne. Enfin, en attendant, allez voir le pédigré de ce monsieur, c'est tout un programme, quand même un escroc. Et donc, la France devrait sortir de l'OMS pour éviter d'avoir à se plier à des directives qui sont absolument très dangereuses. Et la France doit avoir sa propre politique de santé qui ne lui soit pas dictée par Pierre-Paul Jacques ou notamment par Bill Gates ou je ne sais pas qui. Vous avez trouvé le nom ? Presque. C'est quelque chose comme Ghebreyesus. Je suis désolé, j'aime pas écorcher les noms, mais je n'arrive pas à le mémoriser. Et c'est un nom... Ghebreyesus. Ghebreyesus. Oh, j'étais pas très loin quand même. Allez, autre question.